Bonjour, bienvenue sur les ondes positives, le podcast de Brainwave. Aujourd'hui, nous allons parler de recherche avec Benjamin Morillon, qui est directeur de recherche en neurosciences cognitives et qui va nous expliquer pourquoi on a très envie de danser sur certaines musiques et pas sur d'autres. Bonjour Benjamin. Bonjour Laure. Merci de venir nous parler d'audition et particulièrement de musique et plus particulièrement encore de l'envie de bouger que l'on a sur la musique, qui est un phénomène très mystérieux et que vous allez nous expliquer. Est-ce que vous pouvez d'abord décrire pour nous ce que signifie le groove? Alors le groove, comme on l'entend actuellement dans la recherche en neurosciences de la musique, c'est l'envie plaisante et spontanée de bouger lorsqu'on entend de la musique. Est-ce que c'est une faculté ou en tout cas un désir, une perception qui est universellement partagée? Alors déjà, il faut comprendre que danser, c'est quand même quelque chose de bizarre. Moi personnellement, je danse pas, donc je trouve ça très étrange. On perçoit des fluctuations d'air qui viennent de l'environnement, donc des vibrations d'air, qui nous touchent le tympan, qui remontent dans le cortex auditif, qui sont traités comme un son, et spontanément, on va faire des gestes comme ça. Si on étudie ça d'un point de vue biologique, ça n'a aucun sens. Donc pourquoi, évolutivement, la danse est apparue, c'est un peu bizarre. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que la danse est un phénomène universel. On le retrouve dans toutes les cultures du monde. Donc à la fois, c'est très bizarre, et c'est partout. Et moi, ce que j'aime bien étudier quand j'étudie ce phénomène de groove, c'est que ça met en avant quelque chose de très spécifique, parce que on ne danse qu'en réaction à des sons. Vous ne dansez pas en regardant un film, ou en mangeant, ou en sentant l'odeur d'une plante, ou n'importe quel sens. Donc c'est spécifique au sens de l'audition, mais c'est pas tous les sons. Par exemple, là, actuellement, je parle, personne n'a envie de danser. Sinon, venez me voir. On fera des études sur vous. Et on ne danse pas sur toutes les musiques. On danse que sur la musique, mais pas sur toutes les musiques, par exemple. Vous ne dansez pas sur Mozart. Voilà. Et quels sont, puisque vous avez commencé à étudier le groove, quels sont les sons, du coup, qui nous donnent envie de bouger, ou les structures de sons qui nous donnent envie de bouger, comparé à ceux qui ne nous donnent pas envie de bouger? Vous venez de parler du langage, c'est facile à comprendre, mais pour la musique, c'est pas si binaire. Il y a des musiques où on a plus ou moins envie, d'autres très fortement envie. Est-ce que vous avez étudié ces différences et qu'est-ce qui caractérise les musiques qui nous donnent envie de bouger? Ben, alors, donc, la manière de voir si une musique donne envie de danser, c'est simple, c'est si les gens bougent, ou si leur cortex moteur s'active, même si on leur demande de ne pas bouger, on peut mesurer l'activité cérébrale et voir si le cortex moteur s'active. Et ce que des collègues chercheurs ont mis en évidence, c'est qu'il y avait un lien avec le rythme et la complexité du rythme. Est-ce que je peux vous interrompre pour demander une précision? Vous dites si le cortex moteur s'active, est-ce que ça signifie que même si on ne bouge pas, vous pouvez voir notre cortex moteur s'activer lorsqu'on écoute une musique qui groove? Exactement. Même si on demande aux gens explicitement de ne pas bouger, si on enregistre l'activité de leur cerveau, on voit que automatiquement, des sons vont activer les régions qu'on appelle auditives du cerveau, qui traitent le son, mais aussi des régions qu'on appelle motrices. Alors c'est un peu bizarre que ça active des régions motrices alors qu'il n'y a pas de mouvement. Et donc en fait, peut-être que ce cortex qu'on appelle le cortex moteur, on ne devrait pas l'appeler le cortex moteur parce qu'il est impliqué dans des choses non motrices aussi. On va voir ce que c'est. Et alors, du coup, pourquoi le cortex... Est-ce que le cortex moteur s'active pour n'importe quel son ou est-ce qu'il s'active pour des sons qui auraient une structure particulière? Quel est son Alors, rôle vis-à-vis de l'audition? ce que les recherches ont mis en évidence, déjà, ça a commencé il y a une vingtaine d'années, c'est que donc les sons qui vont déclencher le système moteur, c'est des sons qui ont une structure rythmique, donc typiquement dans la musique, et pas n'importe quel rythme, des rythmes qui sont assez complexes. Donc si je vous fais un rythme très simple, par exemple, probablement votre système moteur s'active pas beaucoup. Par contre, si je fais un rythme qui a ce qu'on appelle un certain degré de syncope, là, il y a une activité dans votre système moteur qui est plus forte. Est-ce que cela revient à dire que donc le cortex moteur est impliqué lorsqu'on a besoin d'un soutien parce que l'information est un peu trop compliquée et donc le cortex moteur s'engage dans la perception de ce rythme complexe? C'est exactement cela. Euh, donc, ça fait appel à une grande théorie de neurosciences cognitives qui est la théorie du codage prédictif. Et qui, de mon point de vue, est une théorie qui explique énormément de choses. C'est que dans la vie, notre cerveau, il aime
faire des choses qui sont compliquées mais réalisables. On aime les challenges faisables, c'est-à-dire, c'est vrai à l'école, dans le sport, quand on regarde une série, etc. On veut que ce soit un peu compliqué, parce que si on comprend tout dès le début, qu'on arrive à tout anticiper, on s'ennuie. On sait déjà, on commence à lire un livre, si on arrive à prévoir la fin, ben on va pas lire le livre. Donc on veut être un peu perdu, mais si on est trop perdu aussi, on n'aime pas. C'est-à-dire que si on nous met à l'école face à une résolution d'exercice qui est trop complexe, ben en fait, on se décourage. Et en sport, c'est pareil. Si on joue avec quelqu'un qui est 100 fois meilleur que nous, on se décourage. Donc on aime les challenges réalisables, parce que ça nous stimule, ça nous pousse un peu à nous dépasser. Mais pour ça, il faut que ce soit juste un peu trop dur. Et donc les rythmes un peu compliqués, c'est un peu trop dur pour le système auditif, et il va demander de l'aide à une autre région du cerveau, qui est le système qu'on appelle le système moteur. Et à eux deux, ils arrivent à comprendre le rythme. Donc en fait, pour résumer, si on entend une musique qui a un rythme trop simple, on n'a pas envie de bouger parce que le cortex moteur s'active peu. Et si le rythme devient un peu plus compliqué, mais pas trop, le cortex moteur s'active. Et donc dans ce que vous êtes en train de nous dire, que lorsque l'on écoute de la musique, on bouge parce que le cortex moteur s'active et non pas l'inverse. Vous voyez, le cortex moteur s'active parce qu'on bougerait. En fait, c'est une réaction du cortex moteur qui fait qu'on a envie de bouger. Voilà. Et du coup, la question, mais c'est pourquoi il s'active? Pourquoi lui? Et en fait, la deuxième chose qui me fascine dans cette recherche, c'est donc pourquoi le cortex moteur? Et là, on en arrive à la question de qu'est-ce qu'un rythme? Un rythme, c'est des durées entre des sons qui sont de différentes tailles. Donc, c'est soit une durée longue, un intervalle court, puis un intervalle long, etc. Et comment notre cerveau fait pour estimer des durées? Comment on perçoit le temps? Eh ben, on perçoit le temps avec notre système moteur. Donc, pourquoi? On ne sait pas. Mais le fait est que le système moteur, pour coordonner les différents muscles du corps, ça demande à être c'est une horlogerie extrêmement précise à la milliseconde, sinon on trébucherait sans arrêt quand on marche, etc. On n'arriverait pas à désactiver un muscle pour en activer un autre. Et en fait, il semble que cette horlogerie très précise pour les mouvements est recyclée, même de l'ordre de la perception de stimuli, pour estimer des durées. Donc si je fais une expérience, je vous dis, si je vous demande il s'est passé combien de temps, les humains sont très bons pour estimer la durée. On dira 2 secondes 3. Comme ça. Et cette compétence utilise les neurones qui sont dans les régions motrices du système moteur. D'accord. Donc la durée est traitée par le système dit moteur. Donc peut-être on ne devrait pas l'appeler le système moteur, on devrait peut-être l'appeler le système du temps. Donc on écoute de la musique, ça nous oblige à percevoir différentes durées, à les comparer les unes avec les autres, à essayer de suivre un rythme plus ou moins régulier. Pour ce faire, on engage le cortex moteur et il faut que ce soit pas trop facile et pas trop difficile non plus, sinon on n'est plus du tout capable d'estimer les durées en question. Mais ça me fait penser à quelque chose, c'est que malgré tout, quand on aime danser, on aime souvent danser toujours sur les mêmes musiques ou le même genre de musique. Et donc, on n'est pas tant surpris que ça quand on entend ces musiques-là. Est-ce qu'on n'a pas, malgré cet équilibre entre la facilité et la difficulté, un tempo de préférence, un rythme de préférence? Ou est-ce que même le cortex moteur a, lui, un rythme favori auquel il reconnaît mieux les durées? Alors, il y a deux choses dans votre question. Parce que la première partie de votre question, ça me fait penser à... je vais revenir après. Donc, la deuxième partie, c'est, en effet, quand je dis qu'on danse sur les musiques qui sont moyennement syncopées, donc avec un rythme un peu compliqué et pas trop, exemple typique Stevie Wonder, quand même la machine à tube. La musique, globalement, quand on apprend à jouer de la musique, on joue lentement, on joue à 60 à la noire. Donc 60 BPM, c'est 1 Hertz, c'est un son par seconde. Et c'est considéré comme très lent. Mmh. La musique très rapide, la musique vraiment très très rapide, c'est 150 BPM, c'est en fait, donc 150 sons par minute, ça fait 2,5 sons par seconde, 2 Hertz et demi. Et si on regarde les gens qui marchent ou qui tapent du doigt, si je vous demande de taper du doigt spontanément, vous allez globalement bouger 2 fois par seconde. Faites 2 pas par seconde. Donc en fait, le rythme de la musique est naturellement similaire au rythme du mouvement. Mais en fait, c'est pas surprenant parce que la musique, avant les ordinateurs, avant la musique électronique, était produite par les mouvements des humains. Donc forcément, on joue de la musique en bougeant nos membres, bras, jambes, etc., à un rythme qui est notre rythme naturel du mouvement. Et du coup, nécessairement, il y a une compatibilité dans le rythme.
D'accord. Autre chose à ajouter? Ben, il y avait une autre partie de notre Ah question oui. qui est très importante. C'est comment ça se fait quand j'écoute la même musique 10 fois, j'ai toujours autant envie de Mhm. danser, et ça vaut la même chose pour quand j'écoute la musique 10 fois, je l'aime toujours. Et donc moi, je vous dis, vous avez toujours envie de danser parce que vous êtes surpris, parce que le rythme est un peu compliqué. Du coup, votre système auditif, il a du mal à l'appréhender et il fait appel au système moteur. Et en fait, c'est là où on voit que le traitement dans le cerveau, il est hiérarchique. C'est-à-dire que euh, votre système auditif, il va toujours être surpris, et donc il va faire appel à une région plus haute qui a une mémoire plus longue et qui va pouvoir aider. Donc c'est comme un enfant quand il joue à se faire peur, il sait déjà que c'est un faux monstre sous le lit, etc. Mais il arrive à s'auto-illusionner. Et ben notre cerveau, en fait, c'est la même chose. Si on écoute la même musique 10 fois, 20 fois, il y a des régions de notre cerveau qui la connaissent par cœur, mais il y a d'autres régions qui sont toujours surprises comme si c'était la première fois. Ça, c'est assez fascinant. Oui, c'est effectivement assez fascinant. Et j'avais une dernière question, finalement, qui se dédouble en 14 questions. deux questions. Je vais essayer d'en faire que deux. Euh, en entendant ce que vous venez d'expliquer entre les différents niveaux de process de l'information, est-ce que, en dehors du groove, en tout cas en dehors de la question du groove et de la musique, est-ce que ce que vous nous racontez, le lien entre le cortex moteur et la perception auditive, on le retrouve dans d'autres aspects de la cognition? Et ça rejoint ma dernière question, en fait, qui est pourquoi étudier le groove pour vous, chercheurs? Sur quoi ça vous informe? Sur la cognition de manière générale, le cerveau de manière générale, ou le lien avec peut-être d'autres sujets de recherche que vous avez. Bien sûr, on pourrait étudier la musique parce que c'est un sujet de recherche fascinant, la musique, pour un intérêt euh, comme ça. Moi, je suis arrivé à l'étude du groove parce que je m'intéressais au rôle du système moteur dans la perception. Moi, depuis toujours, mon travail était de dire, ce système dit moteur, en fait, il fait pas que des choses motrices, il est aussi impliqué quand on bouge pas, il s'active quand les humains ne bougent pas, et notamment dans les choses liées au temps. Euh, et du coup, le groove est le parfait exemple de ça. Et vu que les gens dansent, c'est la preuve universelle que cette théorie fonctionne. Euh, mais cette idée qu'on appelle du codage prédictif, du fait, c'est l'idée d'anticiper. Parce que quand on danse, en fait, on commence à bouger avant le temps suivant. Et donc, ça veut dire qu'on a compris le rythme et on arrive à anticiper quand il y aura le prochain beat. Et ça, c'est une idée générale du cerveau. C'est que notre cerveau, il passe sa vie à essayer de comprendre les patterns qu'il y a dans l'environnement pour essayer d'anticiper ce qui va se passer. Et donc, comme je disais, il aime bien du coup changer d'environnement pour être confronté à des nouveaux challenges et comprendre partiellement ce qui se passe. Et dès qu'on comprend parfaitement ce qui se passe, on s'ennuie et on passe à autre chose. C'est pour ça que les humains stagnent pas et changent toujours d'activité, de passion, de travail, de choses comme ça. D'accord. Bah, merci pour toutes ces explications. Donc, on a vraiment compris que on bouge parce que notre cerveau prédit en permanence ce qui est supposé arriver. Et lorsque la prédiction d'un point de vue temporel est un peu complexe parce qu'on est face à des rythmes un peu difficiles, le cortex moteur est directement engagé. Il nous facilite la tâche et puis nous fait danser, nous procurant du plaisir par la même occasion. Ça m'amène à la dernière partie de cette interview, une partie un petit peu plus personnelle, si vous voulez bien, pour comprendre ce que c'est d'être chercheur et pourquoi vous êtes devenu chercheur. Mais du coup, j'ai une autre question que pourquoi vous êtes devenu chercheur, c'est à propos de vos hobbies. Est-ce que vous faites de la musique? Est-ce que ça interagit directement avec les questions que vous vous posez? Alors, oui, je joue de la musique. Euh, je ne joue pas de la musique qui est explicitement faite pour danser. C'est plutôt de la musique mélodique. Mais vous pouvez nous écouter sur Spotify ou quoi. On s'appelle les Ripplers. Voilà. Merci pour le petit instant publicité. Et est-ce que vous rêviez de devenir chercheur? C'est quelque chose que vous avez découvert tardivement? Ou est-ce que vous aviez déjà cette ambition? Comment on en arrive à faire ce métier de recherche? Euh, mm, Moi, j'ai décidé de devenir chercheur quand j'ai découvert un master qui était interdisciplinaire. En fait, ça m'a toujours semblé ennuyeux de faire une seule chose. Parce que même si c'est très passionnant au début, bah, à partir du moment où on commence à maîtriser, on va s'ennuyer pour la raison dont j'ai parlé juste avant.
Et j'ai découvert un jour un master qui proposait d'étudier le cerveau sur la base de la complémentarité de différentes disciplines, aussi larges que la philosophie, les mathématiques, la psychologie, la biologie, la linguistique, etc. Et du coup, j'ai trouvé ça génial parce que c'est que chaque matière individuellement est bien, mais mise ensemble, ben, ça me semble être un challenge plaisant qui pourra me durer toute ma carrière. Et je pense que comprendre le cerveau, ça nous prend encore quelques centaines d'années, donc tout va bien. Il y a du travail. Et malgré cette définition que vous donnez de l'étude du cerveau, vous êtes quand même spécialisé dans un domaine, parce que de fait, vous avez dû vous spécialiser dans votre travail. Et ce domaine, c'est donc l'audition. Pourquoi? Euh, Ben déjà parce que je jouais de la musique, donc ça m'a toujours intéressé. C'est vrai qu'au début, je Oui, voulais c'est vrai faire que la mon musique premier était là stage avant. sur musique et neurosciences. Et en fait, à l'université, j'aimais bien trois cours. C'était la génétique, les neurosciences et la physiologie de l'oreille, l'audition. Et j'ai pas réussi à trouver un sujet de recherche qui combine les trois, mais j'ai trouvé un sujet de recherche qui combinait audition et neurosciences. Et voilà, et peut-être un jour, j'inclurai la génétique dans mon travail. Ou Ok. pas. Une dernière question. Qu'est-ce qui vous plaît le plus aujourd'hui dans votre travail de chercheur et sur ce sujet? Qu'est-ce qui vous stimule le plus? Bah, ce qui me plaît le plus, c'est les questions philosophiques, globalement. Des grandes questions de pourquoi c'est comme ça, auxquelles on ne peut pas répondre. Pourquoi on danse, on ne peut pas dire, d'un point de vue évolutif. Mais au quotidien, ce qui me plaît le plus, c'est le travail d'équipe. Voilà, c'est les gens avec qui je travaille, parce que je pense que la vie vaut la peine d'être vécue si elle est sociable. Pardon, Merci pardon. Benjamin Morillon pour cet échange très enrichissant. Le podcast touche à sa fin. On se retrouve bientôt pour d'autres épisodes sur les ondes positives. Merci.